Tous. Donc, pour information, on va enregistrer ce webinaire parce que certaines personnes l'ont demandé, donc on pourra leur transmettre vu qu'ils ne peuvent être pas disponibles. Merci déjà pour votre présence. L'objectif aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, c'est vraiment d'aborder le sommeil sous l'angle de comment, entre guillemets, l'améliorer et aussi mettre en place des astuces pour récupérer. Donc, en termes de présentation, Timothée, tu peux passer. Hein. On va commencer par déjà, bien sûr, se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui on est, Alter Ego, comment on fonctionne, quelle est un peu notre mission et nos objectifs au quotidien auprès de nos clients. Vous partagez, parce que dans le cadre de l'inscription, il y avait un petit questionnaire pour partager un petit peu où vous en êtes globalement, et que vous voyez aussi qu'il y a des corrélations en fonction de nos habitudes de vie et du sommeil. Et après, je laisserai la main à Timothée White, donc, qui est notre expert au sein d'Alter Ego sur toutes les de sommeil, d'hygiène de vie aussi. Donc, vous partagez les bonnes pratiques, les astuces, et aussi à la fin, on terminera, parce que ça, c'est important, c'est un peu notre leitmotiv, par de la mise en pratique, parce que c'est très bien de vous partager des astuces, mais pour que ça fonctionne, faut que vous mettiez en pratique au quotidien. Donc, on vous partagera cela. Voilà. Sachez-le, il y aura 2-3 minutes d'échange possible au milieu du webinaire, donc il ne faudra pas hésiter à lever la main via Google Meet. Vous avez un petit outil sur le côté, vous pouvez lever la main lorsque vous souhaitez parler, donc il ne faut pas hésiter à lever la main si vous avez des questions, et également à utiliser donc, la partie commentaires. Donc, Timothée parlera, échangera. N'hésitez pas à vous poser vos questions, je les régulerai, comme ça on fera aussi une petite session à la fin de questions-réponses. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, qui sommes-nous? Donc, Alter Ego, on est une société qui existe depuis 2019. On travaille sur tout ce qui est amélioration et préservation du bien-être en entreprise. Donc, il faut savoir que quand on parle de bien-être, nous, à la base, on travaille uniquement sur la partie prévention des TMS, par l'activité physique adaptée, mais on a évolué parce que comme c'est des sujets qui sont multifactoriels, aussi sur les axes bien-être mental, dont notamment le sommeil. Ce qui fait qu'on va évoquer des sujets de gestion du stress, on va évoquer des sujets d'hygiène de vie, notamment sur la nutrition, que ce soit pour les métiers de bureau, mais également pour les métiers actifs sur le terrain, ou les métiers qui travaillent de nuit notamment, où le sommeil est prépondérant parce que l'horloge biologique est modifiée lorsqu'on travaille des fois de jour ou de nuit, notamment. Et enfin, on travaille aussi sur l'axe QVCT parce qu'on s'est rendu compte que c'est le premier levier pour pouvoir toucher ces sujets-là. Des formations, des accompagnements long terme, c'est compliqué, il y a une conduite du changement, il y a l'humain, et donc le premier levier pour pouvoir faire changer, prendre conscience en gens, c'est via des journées sécurité, des journées SST, ou même des webinaires comme aujourd'hui, où potentiellement vous allez pouvoir par la suite partager les astuces que va vous prodiguer Timothée à vos collègues par la suite. Voilà. Chose importante aussi à savoir sur comment on fonctionne, tu peux passer la slide Timothée, c'est que nous, on souhaite intégrer la prévention sur l'axe de l'amélioration continue et de l'humain. Ça, c'est le premier levier. Et comment on le fait? Déjà, premièrement, on adapte nos actions en fonction des besoins métiers. Quand on parle de besoins métiers, bien sûr qu'il y a les activités de vos collaborateurs ou de vous-même, mais il y a aussi l'humain. C'est quel est un peu l'axe culturel de la structure, est-ce ils acceptent les actions ou pas. Timothée pourrait vous en parler, on a travaillé avec des grandes métropoles, où en fait, dans la même métropole, avec la même culture d'entreprise, en fonction des métiers ou aussi du management, la démarche devait être adaptée au niveau de l'accompagnement. Voilà, clairement. L'axe amélioration continue, pour ceux qui sont sur l'axe un peu HSE et pas uniquement RH, ça va être comment on va pouvoir mesurer l'impact de nos actions sur la durée. Et puis le dernier point, on est sur l'humain, donc c'est comment conduire le changement en trouvant les leviers de motivation qui vont impacter toutes les personnes dans l'organisation. Voilà. Après, oui, tu peux passer en 2 secondes pour ceux qui ne connaissent pas donc sur nos solutions, parce que j'ai surtout parlé de nos missions et de notre façon de travailler. Il faut juste savoir que nous, aujourd'hui, on travaille autant sur les axes de prévention, avec des solutions qui vont être long terme, avec des démarches qui vont être sur la durée, qui vont durer plusieurs mois, plusieurs années, que ce soit sur les axes TMS ou sur les axes bien-être et QVCT, avec notamment des formations où nous sommes certifiés Calliope. Mais nous avons aussi des actions de sensibilisation qui vont être plus ponctuelles, avec des demi-journées ou des journées d'animation, ou même l'animation de webinaires spécifiques en fonction de vos besoins. Donc, Timothée, je te passe la main. Là, maintenant, on rentre dans le concret. Tu as celui-ci encore que tu gères ou pas? Oui, je vais le faire parce que
Oui, c'est juste pour vous donner pour gérer les une questionnaires. vision globale sur la réponse aux petites questions. Nous, on a animé plus d'une cinquantaine d'ateliers ou de formations sur la partie sommeil. Et en fait, vous êtes tellement dedans, vous êtes uniquement des bons élèves. Je ne travaille pas parce que là, il n'y a personne qui travaille avant de se coucher. Mais globalement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'entre 70 et 90% des gens, ils sont sur l'écran avant de se coucher. Voilà. Et ça, c'est un sujet que vous évoquera Timothée. Bah, c'est un perturbateur pour pouvoir s'endormir. Et autre chose qui est importante et que vous devez prendre en compte, c'est l'axe habitude et routine d'endormissement. Vous pouvez le voir là dans les résultats. En gros, on remarque que ceux qui s'endorment bien, en gros, 90% se couchent à horaire régulier. Et ceux qui ont des problèmes d'endormissement ou ont vraiment des grosses difficultés à s'endormir, en fait, globalement, la grande majorité ne se couche pas à horaire régulier. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir vos collègues qui travaillent de nuit ou qui ont des horaires variables en travaillant sur 2 semaines de jour et 2 semaines de nuit, ils ont des grosses difficultés à s'endormir. C'est que malheureusement, leur horloge biologique est impactée par ces problèmes de sommeil parce qu'ils doivent s'endormir des fois à 6 heures, des fois à 22 heures. Et donc, ça, c'est prépondérant aussi pour bien s'endormir. Voilà. Donc maintenant, Timothée, je te laisse prendre la main. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre des commentaires. Merci à vous. C'est ça. Très bien. Donc, rebonjour tout le monde. Alors, avant de commencer, simplement sur donc strictement ce qui nous concerne le sommeil, ce qui est important de noter, c'est que sur tout ce qu'on va voir là, on est tous très inégaux face au sommeil. C'est-à-dire que certaines personnes vont pouvoir dormir dans des conditions catastrophiques et dormir parfaitement bien, et d'autres auront des problèmes de sommeil s'il y a le moindre petit bruit ou la moindre petite perturbation dans les bonnes conditions pour dormir. Donc tout ce qu'on va voir, c'est vraiment à adapter. Ce qui est important, c'est qu'on en a mis plutôt beaucoup, des conseils, des choses à tester, et c'est vraiment à adapter et à tester pour vous, pour trouver ce qui fonctionne pour vous et ce qui va vous aider à mieux dormir. C'est pas forcément un conseil qui va être bon pour tout le monde, et si vous faites ça, c'est bon, vous allez bien dormir. Si vous ne le faites pas, vous allez bien dormir. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à tester et que c'est un vrai travail à faire sur vous, d'expérimenter et de voir ce qui vous aide réellement à mieux dormir. Et ça, ce sera vraiment à garder en tête sur tout ce qu'on va voir ensuite. Donc les principaux rôles du sommeil, faut bien comprendre que le sommeil, c'est notre moyen numéro 1 de récupérer. C'est mieux que tout ce que vous aurez en complémentation alimentaire, en technique de régénération cellulaire ou quoi que ce soit. L'outil numéro 1 pour régénérer mentalement et physiquement, c'est le sommeil. Donc là, on a un petit aperçu de ce que le sommeil permet. Régénérer les cellules au niveau du corps, musculaire, mais pas que musculaire. Toutes les cellules du corps sont régénérées pendant la nuit. La réparation, la croissance. Maintenir notre état de vigilance. Ça, de toute façon, vous en rendez forcément compte. Si vous manquez de sommeil, tout fonctionne mal. En gros, c'est vrai, il faut vraiment se dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous manquez de sommeil, plus tout dans le corps et dans le mental fonctionne moins bien. C'est-à-dire que tout ce qui va être apprentissage, mémorisation, concentration, va être géré par le sommeil, va être régénéré et optimisé par le sommeil. Et tout ce qui va être physique, cellulaire, hormonal notamment, est totalement géré par le sommeil. C'est-à-dire que si vous manquez fortement de sommeil, vous allez plus souvent tomber malade, vous allez vieillir plus vite. C'est aussi le meilleur anti-âge, anti-vieillissement qui existe pour le moment en tout cas, c'est le sommeil. Donc ça, important à garder en tête. Les principaux facteurs qui impactent le sommeil, alors là, on en a un panel, en réalité, il y en a encore plus, mais ça, c'est vraiment parmi les plus importants. Donc le plus important, c'est le premier qui est en haut, c'est le stress. Globalement, s'il fallait les classer, sur la plupart des gens, le stress est la raison principale pour laquelle les gens dorment mal. Donc ça joue psychologiquement et physiologiquement, et ça perturbe l'endormissement aussi bien au niveau hormonal que au niveau simplement que vous avez la tête ailleurs et vous n'avez pas la tête à dormir au moment où vous vous couchez. Donc ça, on aura des techniques ensuite qui vont permettre de le réduire, mais c'est un travail évidemment de tous les jours de réduire ce stress. Important à noter, c'est le cas pour à peu près tout ce que vous allez voir là, sauf les écrans évidemment, mais le fait de bien dormir, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux comme un cercle vicieux.
mieux vous allez dormir, plus ça va être facile de bien vous alimenter, moins votre stress va être important, et plus les cycles vont bien se caler. Et à l'inverse, moins bien vous allez dormir, plus vous allez facilement être stressé, parce que là, on va le voir ensuite, mais il y a beaucoup de choses au niveau psychologique qui se passent quand on manque de sommeil. Donc le stress, facteur numéro 1 à prendre en compte. L'alimentation, aussi bien la qualité de ce que vous mangez que l'adaptation des repas du soir. C'est-à-dire ça, on va le voir aussi après, mais les gros repas le soir, notamment les repas très gras, vont faire qu'au lieu d'avoir de l'énergie pour le sommeil, en fait, parce que malgré tout, dans le sommeil, on a l'impression qu'on fait rien du tout, mais en fait, il se passe un milliard de choses dans le corps où chaque cellule est en train d'être régénérée. Dans le cerveau, il se passe énormément de choses. Et en fait, le corps a besoin de se concentrer, en gros, dessus et a besoin d'énergie. Donc, si vous êtes en train de digérer, c'est ça en moins que vous ne pouvez pas faire. C'est cette énergie en moins que vous êtes en train d'utiliser à autre chose, en gros. Le tabac, alors ça peut paraître étrange, mais c'est simplement du fait de l'addiction qui fait que de l'envie, en gros. C'est-à-dire que si vous fumez, souvent on dit l'idéal c'est de s'arrêter de fumer, pour ceux qui fument, si vous pouvez ne fumez pas, c'est de s'arrêter de fumer 2 heures avant le coucher, pour éviter en fait qu'il y ait le pic avec le tabac. Là, il y a de la nicotine dans le corps, puis ça retombe et le corps, par addiction, a envie d'avoir du tabac. Et donc, ce qui peut empêcher de dormir, c'est tout simplement l'envie de fumer. Et qui est, c'est comme si on mange très sucré, vous mangez un Snickers 30 minutes avant d'aller au lit, vous allez vous coucher, vous allez avoir envie de manger du sucré et du gras. Donc, le tabac, si possible, le plus loin possible du coucher, et si possible, pas du tout. Les écrans, ça, je vais pas m'attarder dessus parce qu'on va y revenir ensuite, mais c'est une des plus grosses problématiques, et on le voit notamment beaucoup dans vos réponses au questionnaire. Il y a vraiment une grosse question au niveau des écrans. Il y a marqué la lumière bleue, mais en réalité, la lumière tout court empêche de dormir. En gros, on va voir ensuite pourquoi. Mais la lumière tout court empêche de dormir. Et à l'inverse, c'est pas noté ici, et je crois pas qu'on l'ait dans les slides, donc je le dis maintenant. Mais à l'inverse, le fait de s'exposer à la lumière, si possible à la lumière du jour pendant la journée, va permettre de réguler le rythme circadien et donc de mieux dormir la nuit aussi. Ça, on le verra après. Et le non-respect des cycles, si vous vous couchez à heures très irrégulières, en gros, on a un rythme dans le corps qui est plus ordonné que ce qu'on pourrait penser, et qui aime que ce soit à peu près régulier, c'est-à-dire que les heures de coucher et de réveil soient à peu près, ça n'a pas besoin d'être à la minute près du tout, mais à peu près régulier. Donc évidemment, selon votre métier, c'est plus ou moins facile, mais plus on va pouvoir être régulier dans le coucher et le réveil, plus ce sera facile de s'endormir ensuite. Comment fonctionne le sommeil? Les cycles de sommeil. Donc ça, c'est à peu près ce que vous avez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est un petit peu exagéré sur ce graphique, mais ça correspond bien à la réalité. C'est-à-dire que quand on dort, c'est pas la même chose tout du long. On a en moyenne 3 à 6 cycles de sommeil d'environ 1 heure, 2 heures. En réalité, c'est à peu près entre 1h25 et 1h45 plutôt chaque cycle de sommeil. On en a 3 à 6 par nuit. Et dans ces cycles, il y a plusieurs phases différentes. C'est assez intéressant de le comprendre pour comprendre vraiment à quoi sert le sommeil, comment il fonctionne. Donc, de base, on est à l'état de veille, puis il y a une petite phase d'endormissement, c'est ce que vous avez en violet sur le schéma, et ensuite vous avez les 3 phases qui vont se répéter tout le temps. La phase de sommeil léger, qui est en fait le moment où le corps rentre dans le sommeil et crée les conditions pour le sommeil bien récupérateur qui va venir ensuite. C'est dans ce moment-là que souvent le bruit, la lumière, tous les éléments extérieurs vont vous réveiller. C'est pour ça que plus vos conditions d'endormissement seront bonnes, plus vous dormirez bien ensuite, a priori. Particulièrement chez les personnes qui savent qu'elles ont le sommeil léger. Et en général, vous le savez assez vite, vous le savez bien. Puis le sommeil lent profond, c'est celui qui a le plus dans les premiers cycles de sommeil, parce qu'on n'a pas les phases sont pas tout à fait pareilles selon les cycles. C'est-à-dire plus vous avancez dans la nuit, plus vous avez de sommeil paradoxal, et au début de la nuit, vous avez davantage de sommeil lent profond. Parce que le corps est intelligent, le sommeil lent profond, c'est la phase où vous allez récupérer physiquement. C'est là qu'il va y avoir en gros les choses qui vont vous faire survivre, tout simplement. C'est aussi important que ça, réellement. C'est là que vous allez avoir la régénération cellulaire, la régulation hormonale, la croissance pour les jeunes, et notamment tout ce qui va être hormonal, donc la lutte contre les infections, notamment.
Cette phase-là, c'est pour ça aussi qu'elle est au début du sommeil, hein, parce que si vous êtes en dette de sommeil importante, eh ben, il faut quand même que vous puissiez survivre, tout simplement. Donc le corps est bien fichu. Si vous dormez pendant 4 heures par nuit, comme on voit prendre certains militaires qui font ça pendant certains temps, 4 heures par nuit pendant 3 mois, vous allez être très mal. Mentalement, ça va pas très bien se passer. Physiquement, ça va être dur, mais vous allez survivre à peu près normalement. Ça, c'est le sommeil lent profond. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil qui va vous permettre de réguler tout ce qui est mental. Alors, c'est pas juste, c'est psychologique, c'est pas nécessaire. C'est à la fois la mémorisation. C'est-à-dire, c'est ça, en gros, ce qui va se passer dans le sommeil paradoxal, c'est là que vous rêvez, notamment. Si vous rêvez très très peu, c'est probablement que vous manquez un petit peu de sommeil et que vous avez beaucoup de sommeil lent profond parce que le corps priorise tout ça, c'est-à-dire la survie, et que il laisse un petit peu de côté le sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, c'est là que vous allez assimiler les apprentissages, notamment. Donc, si vous avez l'impression, oh là, j'ai plus de mémoire, c'est souvent que vous manquez de sommeil paradoxal et donc que vos cycles de sommeil sont un peu trop courts. C'est-à-dire que vous dormez trop peu. La récupération des facultés cérébrales en général, la mémorisation, régulation des humeurs. On est plus irritable quand on manque de sommeil paradoxal. Et ce qu'on va voir notamment, là où on le repère très facilement, le rôle du sommeil paradoxal, c'est l'exemple que je prends quasiment toujours, c'est le fait que vous avez eu une petite altercation, ça s'est mal passé avec un collègue ou un proche dans la journée, et toute la journée, vous avez ce truc-là qui tourne en boucle, c'est désagréable, vous y repensez, ça vous énerve, ça vous agace, ça vous attriste. En tout cas, c'est lié à pas mal d'émotions assez fortes. Mais quelque chose de pas très grave. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à vous le sortir de la tête. Vous avez une grosse nuit de sommeil, la vraie grosse nuit de sommeil, 8-9 heures de sommeil. Vous vous réveillez, la mémoire, vous avez toujours en tête ce qui s'est passé la veille, mais vous vous en fichez. C'est plus important. Et c'est un travail, en gros, de sédimentation des souvenirs et de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a une prise de recul. Pendant la nuit, ça tourne, le cerveau fait tourner, et ce qui n'est pas très grave tombe dans la case pas très grave, tout simplement. Et si vous n'avez pas ce sommeil paradoxal, ça continue à tourner. Quand vous êtes très stressé, c'est souvent aussi que vous manquez de sommeil paradoxal, tout simplement. Chose importante là-dessus, alors c'est pas particulièrement important, mais je note un traumatisme, par exemple, un vrai traumatisme, c'est quelque chose qui s'est passé, qui vous a fortement perturbé, fortement c'est un euphémisme en général, mais qui n'arrive pas à être géré par le sommeil paradoxal, tout simplement. Quelques points clés, on pourra revenir sur le petit schéma du dessus si besoin. Chaque nuit, donc environ 3 à 6 cycles, c'est en moyenne 1h30. Chez certaines personnes, c'est plus ou moins. Ce qui fait surtout que c'est moins pour certaines personnes, ou plus, c'est la quantité de sommeil paradoxal. Certaines personnes ont besoin de plus de sommeil paradoxal. C'est des gens qui vont souvent dormir un peu plus longtemps et qui sont pas de bonne humeur s'ils dorment pas suffisamment longtemps, c'est normal. Et les gens qui dorment très peu, qui ont besoin de 6 heures, c'est rare moins en réalité, on se le dit parfois, mais c'est rare, qui ont besoin de moins, ce sont des gens qui ont besoin de moins de sommeil paradoxal, tout simplement. L'exposition à la lumière, ça c'est particulièrement important. On le voit ici, entre, par exemple, toutes les petites phases violettes là, que vous voyez au milieu du sommeil, ce sont des phases où vous vous réveillez. Parce que ça, c'est important à noter. C'est que entre chaque cycle, plus ou moins longtemps, mais ça dure rarement plus de quelques secondes en réalité, on se réveille, forcément. C'est-à-dire on s'endort, on plonge, l'état de conscience revient un petit peu, on se réveille. Généralement, on s'en rend pas compte parce qu'on se rendort tout de suite. Mais chez les gens qui ont un sommeil très fragile et léger, il y a cette impression de se réveiller entre chaque cycle de sommeil, et c'est le cas, ils se réveillent. C'est le moment, on va y revenir plus tard, et c'est une des choses sur lesquelles je vais revenir le plus parce que c'est particulièrement important. Il faut éviter au maximum du maximum de vous confronter à de la lumière, tout simplement parce que ça coupe la production de mélatonine, qui est l'hormone qui vous endort, tout simplement, enfin qui vous endort pas, mais qui crée les bonnes conditions dans le corps de l'endormissement. Et la lumière coupe, pas forcément complètement, mais presque complètement, la production de mélatonine. Donc si les deux cas qui se présentent le plus souvent, c'est je me réveille dans la nuit, je veux voir l'heure qu'il est, donc je regarde mon téléphone, flash dans les yeux, et j'ai beaucoup de mal à me rendormir. La deuxième, c'est j'ai besoin d'aller aux toilettes, donc j'allume soit la lumière dans les toilettes, soit même parfois la lumière dans le couloir qui mène aux toilettes, même chose, beaucoup de lumière dans les yeux, beaucoup plus dur de se rendormir ensuite. Donc ça, on va y revenir, mais vraiment, s'il y a une chose sur laquelle je vous conseillerais en priorité de vous concentrer
si vous avez du mal à dormir, c'est la gestion de la lumière. Évitez au maximum la lumière. Quand vous allez vous coucher, je vous redonnerai ce conseil, mais baissez la luminosité du téléphone au maximum avant d'aller vous coucher. Et prenez une petite lumière si vous allez aux toilettes. Évitez de tout allumer en vous déplaçant. Les transitions critiques, ça, c'est les passages d'endormissement, en gros. C'est le moment où on est très sensible au bruit, à la lumière et à tout, à la température aussi, à toutes les conditions environnantes. Ces moments-là, c'est si vous vous rendez compte que vous avez des problèmes à vous endormir, notamment, c'est là que c'est intéressant de tester. Je vous ai fait une petite liste ensuite où vous avez la possibilité de mettre des boules qui est, un masque opaque, tout ce qui va permettre en fait que cette transition se fasse le mieux possible et que les moments de léger réveil dans la nuit soient des moments où vous vous réveillez au final le moins possible. Et ça, il y a plein de petites choses qui peuvent le permettre. La répartition des phases, ça c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a davantage de sommeil profond au début, heureusement, et ensuite beaucoup de sommeil paradoxal qui va permettre de réguler l'humeur, essentiellement l'humeur, tout ce qui est mental. Capacité de récupération, important à noter, le corps est bien fait. C'est-à-dire que vous allez parfois vous rendre compte que vous allez vous coucher et il n'y a presque pas de phase d'endormissement, vous vous mettez directement à ronfler. Ça, c'est quand vous manquez beaucoup de sommeil. Et le corps est capable de récupérer quand vous manquez de sommeil fortement, assez rapidement de ce côté-là. C'est une des raisons pour laquelle je vous conseille, et on vous conseille en général, de faire des siestes. C'est-à-dire, si jamais vous savez que vous manquez de sommeil, une sieste dans la journée va vous permettre de récupérer, beaucoup, réellement. C'est pas juste ça va un petit peu mieux sur le moment, ça permet de réellement récupérer. Hop, le rythme circadien. Alors ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'horloge biologique, l'horloge interne du corps. C'est comment votre corps, sur une journée, est fait pour fonctionner. Très rapidement, il y a beaucoup de choses là qui sont pas particulièrement intéressantes pour le sommeil sur le petit schéma, mais ça vous donne une idée de en quoi ça consiste. Il faut se dire que c'est quelque chose qui est là depuis des millions d'années. C'est-à-dire qu'on est fait pour fonctionner comme ça depuis des millions d'années, qu'on peut le perturber. Ça peut être perturbé si vous avez tendance soit à avoir des rythmes complètement irréguliers, que parfois vous travaillez de nuit, que vous êtes insomniaque, mais globalement, on va à peu près toujours y revenir. On est fait pour, en gros, vivre le jour et dormir la nuit. C'est aussi bête que ça, et il y a des raisons assez précises à ça qu'on va voir ensuite. Mais tout simplement, comment dire, votre corps, vos yeux ne sont pas faits pour voir la nuit, donc vous n'étiez pas fait pour aller faire la cueillette ou la chasse la nuit. Donc réellement, le corps est programmé pour dormir quand il fait nuit, parce qu'on n'est pas efficace la nuit, et pour vivre quand il fait jour dehors. Donc, parmi les petits conseils que je vous donnerai assez directement, c'est effectivement profiter de la journée, et essayer de vous exposer, si possible, un petit peu à la lumière du jour la journée, ça aidera à l'endormissement. Là, vous le voyez un petit peu mieux. Au niveau du rythme circadien, il y a deux choses pour le sommeil qui vont notamment nous intéresser. C'est le fait qu'on sécrète la mélatonine à peu près à partir de 21h. Chez certaines personnes, ça va être 1h30 avant, chez d'autres 1h30 après, mais on est à peu près dans cette zone-là. La mélatonine, on va le revoir, mais c'est vraiment l'hormone qui crée les conditions dans le corps pour l'endormissement. C'est pas une hormone qui vous endort, c'est une hormone qui crée les conditions pour l'endormissement. 1h30 après, on a l'estomac qui cesse, alors qui cesse pas vraiment de fonctionner, mais qui voudrait fonctionner au ralenti. L'idée, c'est tout simplement que la mélatonine arrive, ce qui veut dire normalement, allez vous coucher, là vous allez bien dormir. L'estomac ensuite commence à fonctionner au ralenti, parce qu'il n'est pas censé fonctionner pendant que vous dormez, ou très peu, parce que, encore une fois, vous avez besoin de l'énergie, de toute votre énergie pour récupérer pendant la nuit. Et donc, si vous squeezez tout ça et que vous vous couchez à 2h du matin avec pleine lumière dans les yeux, ça perturbe complètement ce rythme circadien et tout l'endormissement va être beaucoup plus compliqué. Donc ça, vous pouvez le regarder, hein, ça va expliquer ça vous explique beaucoup d'autres choses, notamment sur la température corporelle, qui a tendance à monter quand vous avez besoin de faire de l'activité assez intense et à descendre le soir, la température baisse, le rythme cardiaque baisse, la tension artérielle baisse quand vous dormez. Et tout ça, c'est un signal qui vous dit « allez vous coucher », en gros. Alors, tout ce qui va vous permettre les bonnes pratiques pour bien s'endormir. Une revue, encore une fois, ça va pas toujours être exactement ça pour tout le monde, mais c'est des choses
qui sont là pour vous faire penser, en fait, simplement vous faire réfléchir, dire, ah oui, peut-être que si je modifie ça, ça va m'aider à dormir. Si vous dormez déjà très bien, ne changez rien. Mais s'il y a des problèmes, testez. Vous pouvez les tester un par un, tester. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est tester, expérimenter. Prenez en charge vous-même, on va dire, cette expérimentation pour trouver ce qui vous aide vraiment à dormir. Évitez les excitants à partir de 14 heures. Ça, par exemple, c'est très dépendant de la personne. La caféine, par exemple, c'est tout ce qui va être café, thé, vitamine C. Le pire encore, ça va être tout ce qui est Red Bull, Monster, tout ça. Selon les personnes, ça va s'évacuer entre 2 et 9 heures. Donc, si vous êtes quelqu'un qui évacue la caféine très vite, vous pouvez boire un café à 18 heures, à 20 heures, vous pouvez aller vous coucher. Chez d'autres personnes, vous buvez un café à 15 heures et il faudra attendre minuit pour pouvoir aller vous coucher. Donc, si vous savez que vous avez du mal à vous endormir, préférez, on va dire, limiter tout ce qui est excitant à peu près 14 heures. 14 heures, 14h30, vous êtes pas trop mal. Mangez léger le soir. Les gros repas vont être longs à digérer. Alors ça, bon, on en parle souvent quand on fait des séminaires sur l'alimentation. Mais les aliments ne se digèrent pas du tout de la même façon. Vous mangez une pomme, une orange, d'ailleurs encore plus. En 25 minutes, l'orange est digérée. Si vous ne mangez pas la peau. En 25 minutes, l'orange est digérée. Si vous mangez une fondue, ce sera plus de l'ordre de 6 heures, la digestion, qu'il vous faudra pour digérer votre fondue. Tout ce qui va être très gras, notamment, et les viandes longues, de la bavette ou du fromage, vont être très très longs à digérer. Donc ça, vous voulez éviter le soir pour pouvoir tout simplement mieux dormir. Éviter les activités stimulantes le soir. Alors là, on parle de sport, mais d'activités vraiment stimulantes. C'est-à-dire, si vous faites une séance de pilates ou de yoga le soir, aucun problème. C'est plus si vous faites 2 heures de course en côte ou de boxe taille, où il va se passer des choses. Là, on a noté forte la hausse de la température, qui va empêcher l'endormissement, mais il y a aussi typiquement la production d'adrénaline et de cortisol, qui va ensuite retomber, hein, et ça se régule, tout ça, mais toujours la même chose. Certaines personnes vont évacuer l'adrénaline très vite après une séance intensive, d'autres vont mettre 5 heures à évacuer leur adrénaline. Si c'est votre cas, c'est le moment où vous avez fait une grosse séance à 19 heures, et le soir, vous êtes dans votre lit, le corps a juste envie de bouger. Vous avez envie de bouger, le corps, il y a encore de l'adrénaline qui circule dans le sang, et donc vous n'êtes juste pas dans les bonnes conditions pour dormir. Donc ça, faire du sport intensif, très bien, mais plutôt un peu plus tôt dans la journée. Le soir, favoriser tout ce qui va être marche, yoga, pilates, tout ce qui va être un peu plus tranquille. Après, si à 18h, même 18h30, vous faites une petite séance de muscu d'1 heure, ça va aller. Hein. C'est vraiment les séances très intensives qui vous font beaucoup transpirer. Et on va dire que quand le rythme cardiaque augmente fortement, généralement, il y a aussi beaucoup d'adrénaline de produite. Et donc, selon les personnes, ça peut réellement empêcher de dormir. Et favoriser la relaxation. Ça, c'est très important. On verra ensuite que ritualiser tout ça, c'est aussi assez important. Mais tout ce qui va être lecture, livre audio, personnellement, j'aime beaucoup, musique douce, méditation, écoute, discussion aussi, si c'est pas du débat trop intense. Tout ça, ça va aider à l'endormissement, ça va faire penser à autre chose aussi. Tout ce qui vous permet de vous évader est assez positif pour l'endormissement. Température et régularité. Globalement, le corps n'aime pas être trop chaud pour s'endormir. Donc, si on met un thermomètre au niveau du corps sur une personne qui s'endort, plus on s'endort, plus la température baisse. Donc plus de base la température, alors basse, pas 34 degrés, hein, ça se joue en dixièmes de degrés, mais ça reste des dixièmes très importants. Tout ce qui va avoir tendance à vous réchauffer fortement va vous empêcher de dormir. C'est-à-dire le bain très chaud et long, parce que si vous prenez un bain de 10 minutes un peu chaud, ça devrait aller. Si vous prenez 1 heure de bain très chaud, il va falloir un petit peu de temps pour arriver à la bonne température. La chambre, 18-20 degrés, c'est plutôt l'idéal, de façon générale, pour s'endormir. Et la régularité, ça c'est important, c'est pas toujours facile, c'est même souvent difficile, mais avoir des horaires de coucher et de lever à peu près réguliers aide beaucoup à l'endormissement, parce que le corps a cette tendance à s'organiser, on va dire, à être assez organisé. Et la sieste, ça on va le voir ensuite.
mais la sieste aide vraiment à récupérer dans la journée si vous manquez de sommeil notamment. Les écrans, alors ça hyper important, tout ce qui est, donc ce que je disais avant, la luminosité, baissez la lumière de votre téléphone au maximum. C'est un conseil qui peut sembler, c'est-à-dire que quand vous avez votre téléphone sous les yeux, vous vous dites, je vais rien y voir si je veux regarder l'heure parce que vos pupilles sont rétractées. Mais quand vous dormez, elles vont se dilater complètement. Et quand vous vous réveillerez, même au minimum de la luminosité, vous verrez parfaitement votre écran et vous vous sauverez une grande partie de votre production de mélatonine. Donc ça, c'est le conseil le plus bête, le plus simple et que je conseille à tout le monde en priorité de tester. C'est au moment où vous vous couchez, baissez la luminosité au maximum. Et si vous n'attendez pas dans la nuit un coup de fil très important, mettez sur ne pas déranger. Vous aurez quand même votre réveil qui sonne, mais vous éviterez beaucoup de désagréments pendant la nuit. Évitez tout ce qui est écran aussi avant de se coucher si possible. Vous savez que c'est pas évident, mais le plus vous pourrez, on va dire, reculer, ne serait-ce que se dire, ok, pas d'écran. Si ça peut être 2 heures, c'est merveilleux, mais c'est un vœu pieux. Mais si ça peut être pas d'écran, 30 minutes, 45 minutes avant de se coucher, honnêtement, ça fait une très très grosse différence. Lisez, écoutez quelque chose, méditez, faites du yoga, mais évitez les écrans vraiment juste avant de se coucher, parce qu'en fait, ça va, plus vous allez retarder le moment où vous coupez les écrans, et évidemment la lumière au plafond, hein, d'autant plus la lumière au plafond que les écrans d'ailleurs, mais parce qu'elle est plus forte, tout simplement. Euh, D'autant vous allez reculer le dernier écran, la dernière lumière que vous allez voir en gros avant de vous coucher, d'autant vous allez décaler le début de la production de mélatonine. C'est aussi simple que ça. Et donc l'endormissement va être plus long avec la possibilité qu'il y ait du dialogue interne qui se dise là j'arrive pas à m'endormir, mince je vais pas dormir, il reste combien de temps, mince il me reste que ça à dormir, je vais être fatigué demain. Généralement c'est un cercle vicieux comme ça. Et donc plus vous allez en gros pour être dans les bonnes conditions au moment où vous allez vous coucher, plus vous allez vous endormir vite et moins le stress de ne pas bien dormir va aussi apparaître. Donc ça c'est plutôt très positif. Sacraliser la chambre, ça on y reviendra un peu plus tard. La mélatonine, alors ça, je le dis et je le dis à chaque fois, je ne vends pas de mélatonine, je ne suis pas sponsorisé par des laboratoires, je ne touche pas un centime si vous achetez de la mélatonine, mais pour avoir travaillé avec beaucoup de gens, que ce soit des sportifs de haut niveau ou monsieur et madame tout le monde qui a des problèmes de sommeil, la mélatonine chez certaines personnes, c'est pas forcément le problème de tout le monde, il y a des gens, c'est vraiment le stress, leur seul problème d'endormissement. Mais chez beaucoup de monde, la production de mélatonine, du fait notamment des écrans, est un petit peu perturbée, voire beaucoup, voire très très perturbée. Et la mélatonine peut régler certains de ces problèmes-là. Auquel cas, c'est une complémentation alimentaire. C'est comme si vous preniez de la vitamine C ou de la vitamine D. Je vous conseille aussi de prendre de la vitamine D d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. C'est en gros, donc la mélatonine, juste pour revenir d'abord sur ce que ça fait dans le corps, c'est une hormone qui est produite naturellement par votre corps au moment, généralement ça commence vers 21 heures, plus ou moins, et son rôle, c'est de créer dans le corps les conditions de l'endormissement. La bonne température, la régulation hormonale, ça vous fait diminuer un peu la production de cortisol, ça augmente un petit peu les endorphines, le rythme cardiaque diminue, la pression artérielle diminue. C'est vraiment une hormone qui régule tout, qui vous cale sur, OK, là, c'est les bonnes conditions pour dormir. Si tu te mets au lit, tu devrais bien dormir. C'est vraiment l'action de la mélatonine. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, dans le corps, vu que pendant des millions d'années, ça correspondait au moment où il n'y avait plus de lumière, le moment où la mélatonine était produite. Et notre réveil naturel, c'était la lumière. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est assez perturbé parce que dès que vous avez de la lumière, que ce soit la lumière de vos lampes ou la lumière de vos écrans, la production est quasiment coupée. Donc très souvent, cette production est très 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 perturbée chez les gens. Et pour beaucoup de monde, le fait de prendre de la mélatonine au moment d'aller se coucher, si c'est de la libération prolongée, c'est-à-dire que c'est une qui va se être toute la nuit, vous allez en avoir un petit peu, il faut la prendre 1 heure avant. Et si c'est de la flash, ça c'est pour les gens qui ont plutôt du mal à s'endormir, mais qui ensuite dorment bien. Ça, souvent ça fond sous la langue, vous la mettez sous la langue et ça passe très vite dans le sang. Et ça va aider à l'endormissement. Et ça, vous le prenez 5 minutes avant d'aller dormir. Si c'est de la libération prolongée, là, c'est plutôt pour les gens qui ont tendance à se réveiller pendant la nuit, avoir des réveils réguliers pendant la nuit, avoir du mal à se rendormir. Ça, vous le prenez plutôt 1 heure avant l'endormissement, le temps que ça commence à faire effet. Important à noter, il n'y a pas d'accoutumance. C'est pas du tout comme un somnifère. C'est-à-dire qu'un somnifère, ça va vous perturber le sommeil, ça va être un sommeil de mauvaise qualité.
Ensuite, quand vous allez arrêter les somnifères, vous n'allez plus réussir à dormir. C'est pas le cas pour la mélatonine. Vous produirez toujours votre propre mélatonine. Et qu'est-ce que je voulais dire important aussi? Oui, il n'y a pas d'accoutumance. C'est-à-dire que si vous arrêtez, ça reprendra normalement. Et il n'y a pas de perturbation du réveil. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris des somnifères. Le réveil est généralement dur et mauvais. Quand on prend des somnifères, c'est pas le cas avec la mélatonine. Vous allumez de la lumière, malgré tout, vous allez très très vite vous réveiller. Hop, respectez vos cycles de sommeil, là, évidemment. En gros, plus vous allez respecter tout ce qu'on a dit avant, plus votre production de mélatonine va être optimisée. Chez certaines personnes, le fait de prendre ces 1,9 mg le maximum, en gros, qu'on prend par cachet en pharmacie, pas besoin d'ordonnance pour acheter de la mélatonine, c'est un supplément tout à fait banal. Et c'est le maximum, c'est 1,9, et honnêtement, c'est ce que je vous conseille. Pour certaines personnes, on prend beaucoup plus, mais c'est pas du tout la peine. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais tout simplement, ça va aider vraiment à l'endormissement chez certaines personnes. Donc, faut pas hésiter à tester. Vous testez 2-3 jours, prendre de la mélatonine 1 heure avant d'aller vous coucher, et vous voyez si ça a un effet. Si vous sentez, chez certaines personnes, c'est magique. C'est pour ça que j'en parle, même si ça peut faire bizarre de conseiller de la supplémentation, mais c'est que chez beaucoup de gens que j'ai suivis, ça a tout changé de prendre de la mélatonine le soir. Et donc, à partir de là, ils se prennent leur mélatonine le soir et ils dorment beaucoup mieux. Pour la plupart des gens, ce que je conseille, c'est prenez de la mélatonine. Si ça vous aide à dormir, si au bout de 2-3 jours, vous voyez qu'il n'y a aucun changement, c'est que c'est pas ça le problème pour vous. C'est généralement plutôt le stress. Prenez ça les jours où vous savez que vous avez un réveil à heure fixe. Vous dites, OK, il faut que je me lève à 8 heures, j'ai 9 heures pour dormir. Si je commence à faire un peu d'insomnie, je sais que je vais stresser, que je vais pas du tout dormir. Ça, c'est les nuits. Je vous conseille, prenez de la mélatonine. Quand c'est le week-end, vous mettez pas de réveil, vous vous laissez dormir. Si vous mettez 2 heures à vous endormir, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, vous prenez pas de mélatonine. Hop, focus sur les écrans. On en a déjà largement parlé. Donc, hop, Mika, je te laisse me dire si je dépasse trop largement. Mais, tu peux avancer et tu peux avancer. Mais ça, on l'a déjà largement vu, donc les écrans et ce en quoi ça nuisait sur le sommeil, à savoir qu'en plus, la lumière des écrans, c'est pas très bon pour la rétine, et qu'on remarque de façon très nette une corrélation entre le fait d'utiliser les écrans avant de se coucher, encore plus pendant la nuit, et le fait de très mal dormir. L'activité physique, très rapidement, ça a une tonne de bienfaits. Vous pourrez revenir sur les slides ici pour voir tous les bénéfices que ça a. Faire du sport dans la journée, excellent pour dormir ensuite bien la nuit, mais évitez le sport très intensif juste avant d'aller vous coucher. Ça, c'est le plus important à garder en tête. Le soir, du sport tranquille, par contre, marche, yoga, pilates, nickel. Par contre, pas de sport très intensif juste avant d'aller se coucher. Par contre, sport très intensif dans la journée, parfait. Quelques astuces, ça c'est un peu les petites choses que je vous conseille d'essayer pour mieux dormir pendant la nuit. Testez, voyez ce qui fonctionne pour vous. La mélatonine en supplémentation, à tester. Toutes les techniques de relaxation, on y reviendra ensuite. Les boules caisses, si vous avez tendance à être vite réveillé par les bruits environnants, les petites boules caisses en mousse, ça permet d'entendre le réveil sans problème et ça aide vraiment à être dans un cocon au moment de l'endormissement. Le masque opaque, même chose pour la lumière, surtout si la chambre n'est pas parfaitement noire quand vous vous couchez. Évitez les gros repas, on en a parlé. Boire suffisamment pendant la journée, ça c'est hyper important, je le dis rapidement. Plus vous allez boire vos 1,5 litre minimum, j'espère que vous buvez vos 1,5 litre minimum par jour, dans la journée, c'est-à-dire pas juste avant d'aller vous coucher, plus ce sera positif pour le sommeil dans le sens où vous n'aurez pas envie d'aller aux toilettes pendant la nuit. Vous irez aux toilettes avant d'aller vous coucher. Normalement, le corps gère via des hormones le fait qu'on n'ait pas envie d'aller aux toilettes pendant la nuit, mais si vous avez bu 1 litre avant d'aller vous coucher, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes pendant la nuit. Donc, buvez votre eau, le plus éloigné possible du coucher. Ça vous évite pas de boire un verre d'eau le soir avant d'aller au lit, mais buvez dans la journée, de façon assez régulière. Créez des rituels rapidement. Plus vous allez pouvoir associer le fait d'aller au lit avec le fait de dormir et pas de regarder, de scroller sur Instagram ou sur Facebook pendant 1 heure, plus le corps comprend. Le corps aime que ce soit ritualisé. C'est pareil pour les sportifs pros, c'est pareil pour tout le monde. Plus vous allez vous créer des habitudes, un rythme, quelque chose de régulier, une routine, de coucher et de lever,
plus ce sera efficace en fait. Plus vous répétez ces rituels, plus ils seront efficaces. Vous buvez une tisane, vous lisez 5 pages de votre livre, vous fermez les yeux, un petit exercice de relaxation, et vous faites ça tous les soirs. Et vous allez voir que le sommeil s'améliore très très rapidement de cette façon. Et questions-réponses. Donc, Est-ce qu'il y a dans des le timing, questions sur ce qu'on a vu là? on est dans le timing, donc on a 3-4 minutes. Après, on fera de la mise en pratique, mais en amont, on souhaitait prendre 3-4 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Alors moi, j'ai des questions. Oui. Attends, je vais remettre ma caméra. Alors moi, j'en ai une, je voudrais savoir quand vous avez parlé des siestes, du temps des micro-siestes, c'est quoi la durée du coup que vous conseillez pour une micro-sieste? Alors, c'est vrai qu'elle y était cette slide à la base. Ouais. Pour les siestes, alors très rapidement, je conseille, c'est bien que vous me posiez la question, il y a en gros 2 types de siestes qui vont être très bien. Les siestes courtes, qui vont, en gros, ce que vous voulez éviter, c'est de vous réveiller d'une sieste dans le sommeil lent profond. Si vous vous réveillez au milieu du sommeil lent profond, vous allez être dans le pâté. Vous n'allez pas être bien du tout au réveil, vous allez avoir l'impression d'être plus fatigué au réveil qu'au moment où vous êtes couché. Donc ce que vous voulez, c'est soit une sieste courte qui reste dans du sommeil lent léger, qui va durer environ 15 minutes de sommeil, c'est-à-dire il faut vous prévoir 10-15 minutes en gros, mais si vous savez que vous allez mettre 10 minutes à vous endormir, vous vous prévoyez 20 minutes. Quelque chose où vous allez dormir 10-15 minutes, c'est une sieste qui va être récupératrice sur le moment. Ça ne va pas remplacer du sommeil, mais ça va vous remettre la vigilance, la concentration et tout à de bons niveaux. Et la fatigue aussi, ça va diminuer la fatigue. Et le deuxième type de sieste, c'est la sieste longue, où là, ce que vous allez chercher à faire, c'est un cycle complet, tout simplement. Et donc là, il faut plutôt viser 1h30. Voire, j'ai déjà eu le cas, je le dis, parce que j'ai déjà eu plusieurs clients qui m'ont dit, moi, je fais des siestes de 3 heures. 3 heures, c'est très bien, vous faites 2 cycles. Pour les gens qui ont du mal à dormir pendant la nuit, qui font de l'insomnie, mais qui arrivent à dormir en journée, faire 1h30 ou 3 heures, 3 heures, il faut avoir le temps, mais si c'est le cas, très bien, ou en week-end, ça va être par contre vraiment récupérateur. Là, vous avez tous les bénéfices d'un sommeil normal. Tous. Par contre, si vous faites sieste courte, plutôt viser 10-15 minutes de sommeil. Évitez les siestes de 30-45 minutes. Vous risquez de vous réveiller vraiment plus fatigué. C'est soit la micro-sieste ou soit la sieste d'1h30. C'est ça. En gros, c'est ça. Après, comptez toujours le temps d'endormissement qui est assez personnel. Et donc, parfois, ça va être une demi-heure pour dormir 5 minutes. Et mon autre question, c'est à partir de quand on tombe dans le sommeil profond? La durée, j'ai pas bien vu dans le. Alors, c'est assez dépendant. Je vous remets rapidement la slide, mais c'est vrai. Ça, c'est encore une fois, c'est très personnel. Si vous manquez beaucoup de sommeil, vous allez y tomber en 5 minutes, même pas. Et pour la plupart des gens, sur les premiers cycles, ça va mettre 15-20 minutes, 25 minutes par là. Entre le moment où, en gros, c'est une histoire d'onde cérébrale. Vous allez passer par une phase d'endormissement, sommeil lent léger, et au bout de 15-20 minutes, parfois un petit peu plus, vous allez avoir du sommeil lent profond, puis ça va remonter sur les 15-20 dernières minutes du cycle, en gros. Et sur les derniers cycles de sommeil, vous en aurez beaucoup moins, voire quasiment plus, par contre. C'est à ce moment-là où souvent les gens qui ont tendance à faire de l'insomnie, où ils se réveillent souvent, vont se réveiller tout le temps, parce qu'ils sont, en gros, ils sont trop proches de l'état de veille pour simplement rester en sommeil paradoxal, et ils se réveillent au moindre bruit, à la moindre lumière. D'accord. Et si j'en ai encore une autre, du coup, c'est quoi les petits tips que vous conseillez quand justement quand on se retrouve dans la période de sommeil léger et qu'on se réveille et qu'on n'arrive pas à se rendormir? C'est quoi que vous conseillez? Alors, ce que je conseille dans ces moments-là, tout ce qui va être technique de relaxation au moment où vous vous réveillez, plutôt que de chercher à vous focaliser sur faut que je me rendorme, plutôt chercher à s'évader mentalement. Donc, typiquement, technique de visualisation. Et sinon, alors, mélatonine à libération prolongée, plutôt, si vous voulez tester. Ça ne servira à rien pour ça. Plutôt libération prolongée. Et boule qui est et masque. Parce que très souvent, en fait, c'est que les gens qui ont tendance à se réveiller vite, c'est des gens qui ont le sommeil léger, ce qui est relativement logique d'un point de vue primitif, on va dire, parce que s'il y a un bon pouvoir se réveiller. Mais par contre, nous, ça nous perturbe. Et donc, boule qui est et masque, il y a beaucoup de gens, pareil, c'est des choses, je l'ai dit, parce que j'ai vu beaucoup de gens à qui ça a changé complètement la nuit. Boule qui est et masque, j'en fais partie, ça me change la nuit. Même si on est dans un environnement à la campagne où il n'y a pas de bruit, on est dans une pièce fermée.
malgré tout, alors tester, encore une fois, c'est vraiment, tout ça, c'est très personnel. C'est-à-dire le sommeil, c'est vraiment des choses, il faut tester, il faut expérimenter, voir ce qui fonctionne sur soi. Mais il y a vraiment une histoire d'avoir l'impression d'être dans un cocon. Et donc, pour votre cerveau, en fait, d'être en sécurité, tout bêtement. C'est simplement que parfois, alors ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être un coup de vent sur l'antenne télé ou sur la cheminée, ça peut être beaucoup de choses. Mais qui simplement vont, même si vous n'en rendez pas compte, vous réveiller. Alors qu'avant, boulquez ces masques, trouvez-en des biens où vous vous sentez bien avec, qui sont pas gênantes, et il y a vraiment cette impression d'être dans un petit cocon. Et ça aide beaucoup. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Après, juste dans la petite information, nous, on a commandé dans notre entreprise un cocon sieste avec Nathan. On est livré là bientôt, puisqu'on est on est sur la phase du coup de vie, facture, tout ça, mais ça y est, on en a commandé un, donc on va mettre en place les micro-siestes en entreprise. Ah, c'est top ça. C'est top. Ça, on conseille, hein, quand c'est possible, c'est génial ça. Et effectivement, c'est des créneaux de 10-15 minutes programme. C'est vraiment, c'est ce qu'il faut viser. Alors, de sommeil, parfois, bon, bah, voilà, il y a des gens qui vont 10-15 minutes, c'est le temps qu'il leur faut pour s'endormir. Mais globalement, 10-15 minutes, si on arrive à dormir, si on avait un bouton qui nous endormait 10-15 minutes, 15 minutes, c'est vraiment au moment où on se réveille, on est bien. On a l'impression d'avoir fait une nuit de sommeil. Ça dure pas pendant 10 heures, mais c'est régénérant du point de vue mental. C'est tout pour moi. Il y a une autre personne qui. Oui, Timothée, je te lis la question. Merci beaucoup pour cet échange. On pose une question sur le somnambulisme, l'impact que ça peut avoir d'avoir une crise en plein cycle de sommeil. Alors, l'impact sur la qualité du sommeil, je ne sais pas. Par contre, logiquement, ça n'est pas un problème. C'est-à-dire, logiquement, du point de vue du sommeil, alors, c'est plus un problème de risque. Normalement, il n'y a pas trop de risque, mais de risque pour la personne si l'environnement autour est dangereux. Voilà, elle peut se blesser, mais par contre, en soi, la crise, on peut se rendormir. Normalement, alors, c'est pas impossible que chez des gens, en fait, on le voit beaucoup chez les animaux, par exemple, qui bougent beaucoup en dormant. C'est une enzyme qui n'est pas bien régulée et qui fait qu'en gros, normalement, ça coupe les mouvements pendant le sommeil paradoxal. Sauf que là, pendant le sommeil paradoxal, vous êtes en train de rêver et vous bougez en même temps. En général, c'est ça qui se passe. Alors, j'imagine que ça doit être on doit un petit peu moins, à ma connaissance, il n'y a pas de grosses études sur vraiment à quel point on récupère mieux ou moins bien. Logiquement, un petit peu moins bien quand même, si c'est très fréquent, logiquement, parce que il se passe des choses dans le corps où on voudrait que ce soit au repos, et là, c'est pas au repos. Mais ça n'a pas ça va pas avoir d'impact logiquement, par exemple, sur la régénération cellulaire ou sur ce qui se passe dans la phase paradoxale. Au contraire, c'est sûr que vous y êtes. Si vous êtes en train de faire du somnambulisme, il n'y a pas de doute, vous y êtes. D'ailleurs, le somnambulisme, juste pour information, normalement, il se manifeste uniquement pendant le sommeil paradoxal. C'est ça. Logiquement, c'est pendant la phase paradoxale. Après, je ne sais pas à quel point les études sur le somnambulisme sont poussées suffisamment pour qu'on puisse dire qu'on sait tout sur le somnambulisme. Déjà, sur le sommeil, on ne sait vraiment pas tout. Je pourrais vraiment pas affirmer ça. Mais à ma connaissance, pour connaître des somnambules qui dorment très bien, ça n'a pas d'impact direct sur l'aspect régénérateur aussi bien physique que psychologique. Peut-être par contre que les somnambules, si j'y pense, ceux que je connais, c'est le cas, ont globalement besoin d'un petit peu plus de temps de sommeil par nuit que les autres. En l'occurrence, les deux que je connais bien, qui sont vraiment somnambules, qui se lèvent la nuit complètement, sont plutôt des gros dormeurs. Donc probablement des gens qui ont beaucoup de sommeil paradoxal et qui, plutôt que 7h30, vont plutôt être du côté 9h que 7h30 de sommeil, on va dire. Après, il faut juste, comme on parle de ce sujet-là, moi, je ne suis pas expert, mais parce que j'avais un proche qui avait ce sujet-là. Pour ceux qui sont présents et qui n'ont jamais vécu ça, il ne faut pas réveiller quelqu'un. Voilà, il faut juste le savoir. Il faut l'accompagner et éviter, notamment pour répondre à votre question, éviter qu'elle se fasse mal, parce que c'est surtout ça le risque. Le risque, c'est beaucoup les escaliers. Exactement. Il faut des escaliers. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Mais par contre, derrière, il faut essayer de l'accompagner et éviter qu'il se fasse mal, mais il ne faut pas essayer de le réveiller parce que moi, si je l'ai vécu, ça m'a traumatisé, entre guillemets. La personne, elle est retournée d'elle-même, quoi. Oui, normalement, la personne retourne se coucher. Hein. Voilà, exactement. Voilà, mais il faut juste le savoir, il ne faut pas essayer de la réveiller. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Madame Chambrelan?
Oui, non, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on... Très parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, il faut qu'on aille sur la mise en pratique. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller tout de suite. C'est bon pour tout le monde? Yes. Bah, super, Alors, vas-y. Tu peux c'est commencer. parti. Donc, on va aller assez vite sur la mise en pratique. On va tester le palming rapidement. Ça, c'est pour les yeux. Alors, c'est plus de l'ordre de la récupération que du sommeil, hein. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur des écrans, que ce soit professionnellement ou sur le temps libre, la problématique de la fatigue oculaire, c'est quelque chose quand même qu'on rencontre beaucoup. Je pense que tu pourras confirmer, Mika, mais dans beaucoup de milieux, on rencontre ça. Et donc ça, c'est une technique assez simple. Si vous avez des migraines ophtalmiques tous les jours, ça va peut-être pas vous sauver complètement, mais ça aide beaucoup. C'est une technique toute simple. Je vous laisse la slide, comme ça vous pourrez la revoir plus tard. On peut le pratiquer ensemble. On va le faire vraiment rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais juste pour le tester. C'est tout simple. Si vous avez des lunettes, retirez vos lunettes. Je sais pas si on me voit ou pas, Mika. Oui, on te voit très bien. Donc, les gens ils vont pouvoir Je suivre. suis pas sûr, comme moi, j'ai juste l'écran devant. Donc, l'idée, c'est tout simple. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre. S'il fait froid, frottez plus longtemps. S'il fait chaud, frottez moins longtemps. Le but, c'est de créer de la chaleur au niveau des paumes de main. Donc l'idée pendant, vous faites ça, alors là je sais plus si j'ai donné une idée du temps, mais c'est une trentaine de secondes, ça peut être une minute. L'idée c'est de créer de la chaleur dans les mains. Mettez les coudes sur la table, sur n'importe quoi devant vous, l'idée ça va être d'être le plus relaxé possible. Et quand vous sentez que les mains sont bien chaudes, vous faites un petit creux dans chacune des mains. Vous posez les mains autour des yeux, il faut que ce soit opaque et noir. Il ne faut vraiment pas que vous ayez de lumière qui traverse. Vous gardez les yeux fermés. Les paumes de main ne touchent pas les globes oculaires, c'est vraiment juste pour faire un cocon autour, et vous vous posez sur les coudes le plus relâché possible. C'est-à-dire cherchez vraiment à détendre les épaules, le dos, la tête, le cou, et vous restez comme ça. On va pas le faire longtemps du tout ici, mais en moyenne 1 à 5 minutes, tout simplement. Si vous sentez que les mains se refroidissent, moi c'est un peu le cas, vous réchauffez un petit peu, vous reposez autour des yeux, les yeux fermés, vous cherchez à faire un noir le plus opaque possible entre les yeux fermés et les paumes de main au-dessus des yeux. Les épaules bien relâchées, tout le corps le plus relâché possible. Et ça, 1 à 5 minutes, vous pouvez revenir. On va pas y rester longtemps, c'est vraiment pour que vous voyez la technique. L'idée est toute simple. On va chercher à faire 2 choses en fait là-dedans. Du noir complet. Vos yeux, un des meilleurs moyens de se reposer les yeux, c'est tout bête, mais c'est le noir complet. Et on y a moins accès que ce qu'on pense en réalité dans la vie de tous les jours au noir complet. Donc le simple fait en réalité de mettre les yeux dans du noir, vous mettriez un masque complètement opaque, ça ferait ça aussi. Ça va les reposer. Et le fait d'avoir les mains sur le côté bien chauffées, alors après si vous avez une bouillotte, vous pouvez, mais vous allez appuyer sur les globes oculaires, c'est pas très bon. L'idée est toute simple, c'est qu'en fait vous allez détendre en faisant ça tous les muscles. Les yeux, c'est une mécanique extrêmement complexe au niveau musculaire, c'est plein de petits, comme ça, comme autour, comme une rosace de muscles tout autour des globes oculaires qui vous permettent une précision incroyable avec les yeux. Et tout simplement, vous allez détendre ces muscles-là. Parce que quand vous êtes sur des écrans toute la journée, c'est très demandant pour les yeux. Et rapidement, on a ces petites douleurs dans le coin de l'œil, ça pique, ça pleure. Tout ça, c'est généralement ces petits muscles-là qui fatiguent très fortement. Il y a aussi l'hydratation des yeux qui est importante. Buvez suffisamment par jour, vous vous sauverez aussi beaucoup de douleurs aux yeux. Donc le palming, si vous avez tendance à avoir une vraie fatigue oculaire dans la journée, testez 1 à 5 minutes, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée. Il faut le voir comme une sieste des yeux, réellement, tout simplement. Les exercices pour la gestion du stress. Alors, je vous en ai mis 5. On va les décortiquer. On verra s'il y a le temps pour en pratiquer rapidement une à la fin. Mais je vais surtout vous expliquer chacune leur intérêt. Elles sont pas toutes, selon moi, à pratiquer dans les mêmes conditions. Mais le plus important, et c'est vraiment s'il fallait mettre une chose, en gros, c'est le cas pour tout ce séminaire, mais encore plus pour les techniques de relaxation et de gestion du stress en elles-mêmes. Le plus important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Il y a des techniques qui vont très très bien fonctionner pour une personne, pas du tout pour une autre. C'est pour ça que je vous conseille plus que fortement de ne pas trop écouter quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, il y a une méthode pour se relaxer qui marche parfaitement, c'est celle-ci, ça marche sur tout le monde, c'est parfait, c'est la meilleure technique qui existe ». Je vous assure que vous trouverez toujours des personnes pour qui ça marche pas du tout. Donc, ne vous dites pas, ah, moi, j'ai testé la technique, il m'a dit c'était la meilleure technique pour se relaxer. Ça marche pas du tout, je suis pas fait pour ça. Cherchez et vous trouverez toujours une méthode qui fonctionne pour vous. Simplement, ce sera pas la même que votre voisin, que votre frère, votre mari, peu importe. Alors, j'en ai mis 4.
La première, c'est une des plus simples et qui a comme gros intérêt que même si vous n'y croyez pas, même si c'est pas votre truc, ce genre de technique, il y a un effet, en fait, dès qu'on travaille sur la respiration, il y a un effet mécanique. C'est-à-dire que ça fonctionne mécaniquement. C'est en gros le point d'accès entre tous les processus conscients et les processus inconscients. La respiration, c'est le seul qui est les deux. C'est-à-dire que vous respirez toute la journée, toute la nuit sans vous en rendre compte, mais en un dixième de seconde, vous pouvez prendre le pas et contrôler votre respiration. Donc ça, c'est merveilleux. C'est un outil fantastique pour consciemment jouer sur les processus inconscients qui sont la température du corps, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Si je vous dis augmenter de 2 points votre pression artérielle, vous n'allez pas y arriver. Respirez en 5 temps à l'inspiration, 5 temps à l'expiration, vous allez y arriver. Et ça va impliquer beaucoup, beaucoup de choses au niveau hormonal et physiologique. L'idée de là est toute simple. Il y en a sans doute qui ont déjà testé la cohérence cardiaque. L'idée, pour tous les exercices, de toute façon, ça va être trouver un lieu calme, vous installer confortablement. Si ça peut ne pas être trop lumineux, c'est encore mieux. Et ce sont de très bonnes techniques pour s'endormir aussi. Donc ça, vous pouvez le tester en journée quand vous sentez qu'il y a un peu trop de stress, pour vous endormir, très bien aussi, et pour vous rendormir quand vous êtes réveillé dans la nuit et que vous sentez qu'il faut se calmer. L'idée est toute simple. Ça, c'est bien si vous le faites quand même 5 minutes minimum. Vous allez simplement inspirer sur 5 temps par le nez et expirer sur 5 temps par le nez ou par la bouche. Aussi simple que ça. On pourrait dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Moi, je vous conseille de compter jusqu'à 5. Il y a des applications, sinon, vous en trouvez gratuites plein, qui vous font soit un son, soit une image, 5 secondes à la montée, 5 secondes à l'expiration. Mais sinon, vous comptez simplement jusqu'à 5. Gardez toujours en tête pour les exercices respiratoires que vous devez être en confort respiratoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment de l'exercice, vous ne devez vous dire « faut que je reprenne mon souffle pour continuer ». Si vous sentez ça, comptez plus vite. Vos temps doivent être plus rapides. Ça, 5 minutes, vous vous posez, vous fermez les yeux, comptez jusqu'à 5 à l'inspiration, comptez jusqu'à 5 à l'expiration, et vous allez simplement réguler un tas, c'est tout bête comme exercice, et vous allez réguler tout un tas de processus physiologiques juste en régulant votre respiration, qui a tendance, en fait, dans la journée, l'idée est toute simple, on respire trop superficiellement, souvent on a une respiration, 1 ou 2 secondes à l'inspiration, 1 ou 2 secondes à l'expiration, c'est beaucoup trop rapide pour que physiologiquement ça se passe bien, en gros. La respiration du tireur d'élite, je vais passer très rapidement dessus, c'est en gros c'est l'étape suivante quand on gère la cohérence cardiaque sans problème, c'est pour pouvoir aller un peu plus loin. Typiquement, pour s'endormir, c'est encore un peu mieux. Je l'appelle la respiration du tireur d'élite parce que c'en est un qui me l'a apprise, cette respiration, mais c'est aussi, par exemple, très utilisé par les chirurgiens pour ne pas trembler. Là, au lieu d'expirer sur 5 secondes et d'inspirer sur 4 secondes, vous allez expirer sur 2 fois plus longtemps que vous n'allez inspirer. Ça peut être 4-8, ça peut être 3-6, ça peut être 3-5, même si ce n'est pas parfait. L'idée, c'est tout simplement que votre réexpiration soit lente et contrôlée et que l'inspiration se fasse naturellement, comme un petit peu une pompe à pied. C'est-à-dire que vous videz sur l'expiration et à l'inspiration, naturellement, les poumons se remplissent. C'est l'inverse de quand on dit à quelqu'un « respire, respire ». Souvent, le premier réflexe, c'est prendre une grande inspiration et pas trop se soucier de l'expiration. Ce qu'il faut faire pour se détendre, c'est l'inverse. Quelqu'un fait une crise de panique, c'est l'inverse qu'il doit faire aussi. Chercher à expirer de façon lente et contrôlée, vider les poumons, évacuer l'air vicié et laisser l'inspiration se faire naturellement. Ça, c'est une respiration qui va vraiment détendre très profondément. Mais il faut être un petit peu détendu au moment où vous le lancez. C'est-à-dire quand vous pouvez faire 3-4 minutes de cohérence cardiaque. Si vous sentez que vous êtes très à l'aise, eh ben vous augmentez un petit peu les temps d'expiration sur chaque cycle respiratoire. La visualisation, technique qui, alors là, va plus être... il y a des gens, on va dire, à qui ça va beaucoup parler, d'autres à qui ça va beaucoup moins parler. Mais si vous êtes de ceux à qui ça parle, profitez-en, pratiquez. Là, ce qu'on vous propose ici, c'est vous prenez, même chose, un endroit calme, dans le noir, les yeux fermés. Ça peut être un lieu que vous connaissez, avec lequel vous êtes familier, dans lequel vous vous sentez bien, ou un lieu complètement imaginaire, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous auriez envie d'être, dans lequel qui là vous fait vous sentir bien quand vous vous y visualisez. Et l'idée, ça va être ensuite, un peu comme dans un rêve, de chercher à détailler ce qui s'y passe.
En hypnose, on parle de spirale sensorielle, c'est-à-dire vous allez voir qu'est-ce qui se passe autour de moi, regardez autour de vous, est-ce que c'est en noir et blanc, est-ce que c'est en couleur, est-ce que c'est brillant, est-ce que c'est plutôt mat, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est immobile. Vous regardez autour de vous, vous pouvez essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des bruits d'oiseaux, des gens qui parlent, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez essayer même de ressentir physiquement ce qui se passe. Est-ce que je suis allongé? Quelle est la sensation au niveau de mon dos? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Et plus vous allez réussir, et ensuite repasser. Est-ce qu'il y a des odeurs? C'est plus difficile, mais ça marche bien. Et la respiration, juste même chose. Expiration lente et contrôlée, inspiration naturelle tout du long, mais ne vous focalisez pas trop dessus. Et simplement, après, vous revenez à qu'est-ce qu'il y a visuellement. Est-ce que vous êtes à la mer, à la campagne, dans une habitation? Et vous tournez comme ça. Vous tournez sur les 5 sens, ou 3, ou 2, ou 4 sens. Et plus vous allez faire ce travail précisément, on va dire, plus en fait c'est tout simple. Plus vous allez pouvoir mentalement vous concentrer sur ces exercices, sur cette visualisation, moins votre cerveau va être occupé à penser « Ah mince, il y a ça à faire demain. Mince, oui, il faut que je pense à faire ça, il faut que je pense à envoyer un mail à un tel. Ah, j'ai oublié d'appeler telle personne. Ah, il s'est passé ça aujourd'hui. » C'est comme si vous rentriez déjà dans le rêve. C'est des techniques qu'on utilise par exemple pour travailler le rêve lucide. Et alors moi je trouve une excellente technique, si elle vous parle, quand vous vous réveillez pendant la nuit. Vous vous réveillez, vous n'arrivez pas à vous rendormir. Si rapidement vous vous plongez dans une technique de visualisation, vous étiez généralement en train de rêver peu avant de vous réveiller, le cerveau fait un genre d'amalgame et assez facilement on peut replonger dans le sommeil. C'est un très bon exercice de transition dans ce que j'appelais les transitions critiques tout à l'heure, quand vous vous réveillez entre 2 cycles et qu'il faut vous rendormir. Et chez les gens, si ça parle vraiment bien, c'est aussi une très bonne technique, vous allongez 5 minutes en journée, juste pour se détendre, faire un petit peu le vide et diminuer la quantité de stress présent. Timothée, on va prendre 2 minutes, parce que là, il est 35 pour terminer. Okay. Compris. Ça marche. Ah bah alors très rapidement, c'est parfait, c'est le dernier. Le scan, alors ça, s'il y en a qui ont fait du yoga, vous avez déjà fait, l'idée est toute simple. Même position, même type de respiration. Et ce que vous allez simplement faire, c'est scanner votre corps, les pieds, les chevilles, les orteils, les mollets, de bas en haut, de haut en bas, 1 fois, 2 fois, plusieurs fois, et simplement chercher à évacuer les tensions. Vous passez aux épaules, ok. Physiquement et mentalement, vous cherchez à évacuer les tensions. En général, sur l'expiration, vous allez sentir que c'est plus facile. Chaque expiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la détente, chercher à évacuer les tensions, partie du corps après partie du corps. Ça, si vous sentez que le corps est un peu tendu, excellente technique pour se détendre physiquement et mentalement. Et après, là, vous avez 3 petites astuces, on va dire, pour favoriser ces techniques de relaxation, se concentrer sur un point fixe ou fermer les yeux, rechercher l'immobilité, notamment des yeux et de la langue, mais ça, bon, là, on n'y reviendra pas, c'est pas très important, mais globalement, l'immobilité, et surtout, tester, et voyez ce qui fonctionne pour vous. Et là, après, voilà, c'est juste un rappel, je vous le laisse, comme ça, vous l'aurez sur l'enregistrement, mais c'est un rappel un petit peu de ce qu'on a vu avant et qui est important au niveau du sommeil. Voilà. Super. Merci beaucoup à toi, Timothée. On espère que ça vous a apporté des astuces, ça vous a permis aussi de mieux concevoir le fonctionnement du sommeil et surtout ce que dit Timothée depuis tout à l'heure et qui est très important, c'est qu'on n'est pas égaux face au sommeil et que on doit tester pour trouver les solutions qui sont les plus convenables pour nous. Il y en a d'autres, ça va être l'alimentation, l'hydratation. Il y en a d'autres, ça va être de faire un peu de sieste. Il y en a d'autres, ça va être de réduire la lumière. En tout cas, voilà, c'est des choses très pratico-pratiques. Expérimenter. Comme le disait Timothée, il faut le tester. Et on tient à vous remercier pour avoir tenu jusqu'au bout. Bon appétit à tous. Bonne fin de journée. Michael, moi j'ai une dernière question. Je voulais savoir si les ateliers que vous proposez, parce qu'on a déjà fait des devis ensemble que vous m'avez envoyés, c'est sur ce schéma-là? Alors, lorsqu'on est alors pour revenir sur cet aspect-là, ceux qui souhaitent peuvent partir. Merci beaucoup à tous pour votre disponibilité. Là, on a fait un format webinaire où, comme vous l'avez vu, on est beaucoup dans distiller des conseils, des informations. Lorsqu'on fait nos ateliers en présentiel, Timothée pourra le témoigner parce que c'est lui qui les fait, il y a beaucoup plus de mise en pratique. Ah, d'accord. Là, l'objectif, à distance, c'est compliqué de rectifier, de modifier. Quand on fait des ateliers en présentiel, l'objectif, c'est pour ça que nos intervenants sont présents physiquement, c'est de faire de la mise en pratique et que les gens aient testé en conditions réelles les outils. Okay. Ben, je vais faire un retour, moi, à ma responsable de la QVT. Comme ça, avec les devis qu'on a, on pourra en rediscuter.
Très bien, parfait. Merci en tout cas. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.